j'en profite pour présenter très rapidement l'école Adatech School qui organise cet événement. Du coup, Adatech School, c'est la première école d'informatique féministe. Par féministe, on entend ouverte à toutes et à tous. Il n'y a pas de prérequis techniques et le but, c'est d'apprendre à créer avec le code dans un cadre ouvert et bienveillant. Du coup, cette école, elle repose sur 2 piliers forts. Le premier, c'est nos valeurs. Ça repose sur l'empathie, la bienveillance, l'inclusion. Et le deuxième pilier, c'est la pédagogie alternative, où chez Adatech School, vous n'aurez aucun cours avec un prof au tableau toute la journée. C'est vraiment des cours où on apprend en faisant, grâce à des projets et à des coachs qui sont là pour vous encadrer tout au long de la journée. Le but, c'est pas de tout préciser sur Adatech School aujourd'hui. Là, on va vraiment se poser la question de quelles sont les bonnes questions à se poser avant de devenir développeur ou développeuse. Donc, si jamais l'idée fait son chemin, je vous mets dans le chat le lien vers notre live de présentation qui a lieu à 18h30 le jeudi. Et comme ça, vous pourrez en savoir plus sur l'école. Donc du coup, l'événement de ce soir, vous l'aurez compris, c'est de se poser les bonnes questions avant de franchir le pas pour devenir développeur ou développeuse. Donc si vous souhaitez faire vos études dans la programmation ou vous reconvertir, il y a toujours un moment où on se demande avant de franchir le pas, oulala, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Donc grâce à Claire et Sarah, on va essayer de se poser les bonnes questions ensemble, vous donner les bonnes pistes de réflexion. C'est aussi interactif, donc si vous avez des questions précises, surtout posez-les, c'est le moment ou jamais. Et je vais vous demander pour aussi bien répondre et bien adapter notre discours, si vous pouvez mettre dans le chat où vous en êtes de votre réflexion pour devenir développeur ou développeuse. Est-ce que vous en êtes à un stade au tout début où ça vous a effleuré l'esprit? Est-ce que vous êtes bien avancé dans votre réflexion? Est-ce que vous venez pour un ami ou pour quelqu'un? Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat où vous en êtes, comme ça on pourra aussi mieux vous répondre. Et pour du coup présenter nos invités de ce soir, on a invité 2 personnes qui sont là avec leur vidéo. Donc Claire, tout d'abord, Claire Chabas, qui a fait une école d'ingénieur et qui a été ensuite autodidacte dans sa formation pour apprendre à programmer. Donc, on l'a invitée parce qu'elle a beaucoup de conseils à vous donner sur des méthodologies pour se lancer dans le code, puisque elle-même, elle en a fait les frais. Donc, elle sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Elle est aussi développeuse front-end chez Back Market et très récemment, et on est ravis de l'accueillir, encadrante chez Adatech School. Donc, si vous rejoignez notre école, vous l'aurez en encadrante. Et il y a aussi Sarah, qui du coup est également employée actuellement chez Back Market dans le département RH, mais surtout qui est une future apprenante chez Adatech School puisqu'elle va nous rejoindre sur la rentrée d'octobre. Donc pour vous donner le plan de l'événement de ce soir, du coup on va commencer par se dire souvent le métier de développeur ou développeuse, c'est attirant, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ça sera la première partie. Après, savoir comment savoir si je serais compétente dans ce métier. Après, on nous pose souvent la question de c'est quoi concrètement être développeuse, donc partir sur la journée type du développeur ou de la développeuse. Et enfin, pour les personnes qui sont assez avancées dans leur réflexion ou qui veulent tester, savoir par où commencer, quelles sont les choses à faire pour découvrir si ça me plaît ou non. Je vous poste le plan, comme ça vous pourrez suivre où on en est dans le chat. Donc voilà pour le déroulé. Tout l'événement est filmé, donc si vous voulez repartager l'événement après, on le publiera sur YouTube. Et du coup, on va commencer par la première partie. Comment savoir si c'est fait pour moi? Du coup, on entend parler de développement partout. Les médias nous disent que tout le monde doit apprendre à coder. Il y a beaucoup de bootcamps aussi, vous avez dû le voir, qui se créent avec apprendre des langages plus ou moins connus. Du coup, première question pour vous deux, Claire et Sarah. Selon vous, comment savoir si la formation de développeur ou de développeuse, c'est fait pour moi?
C'est vrai que c'est la toute première question qu'on se pose, hein. C'est une question qui est un peu aussi un espèce de mix de sentiments contradictoires qu'on a quand on pense au développement de manière générale. D'un côté, pour nous, ça a été longtemps perçu comme un métier qui était inaccessible, qui était que pour les hommes. Enfin, c'était même plutôt pour les ados avec des hoodies dans la Batcave. Et du coup, on se projetait pas trop dans ce métier-là. Ça avait l'air très compliqué. C'était un peu pour les génies et les Sheldon Cooper de la société. Et puis d'un autre côté, maintenant, depuis quelques années, avec le développement d'une société qui est extrêmement tournée vers les technologies, vers le mobile, les applications, et on jure plus que par ça, ça devient un petit peu la solution à tout. Le développement, c'est là où il y a de l'emploi, c'est du coup le go-to de tous nos problèmes, entre guillemets. Et donc, tout le monde se dit, ah bah c'est super, il faut que tout le monde sache coder demain. En plus, il y a des sites super bien faits qui nous permettent de gamifier notre apprentissage, donc avec des sites comme Codecademy, par exemple. Donc, ça devient presque un jeu et on se retrouve entre ce mix de ça a l'air très compliqué et en même temps, ça a l'air super accessible et on me dit que tout le monde peut y arriver. Du coup, comment je fais pour savoir, moi, dans cette affaire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et c'est une question qui finalement se ramène à comment est-ce qu'on peut voir les signes avant-coureurs, quels sont les signes avant-coureurs entre ceux qui se sont posés ces questions-là, qui se sont lancés, qui sont aujourd'hui devenus développeurs. Et du coup, bah, il se résume plutôt à d'abord, est-ce qu'on aime produire quelque chose de concret? Ça, c'est le premier signe, on va dire, chez les gens qui après deviennent développeurs et vont au bout de leur formation. Ce qui les attire, ça va être d'abord de produire quelque chose, de voir ce qu'ils ont fait marcher, ça va les booster, ça va leur donner confiance, il y a une raison d'être fier de ce qu'ils ont fait. Et pour ça, le développement, c'est très gratifiant. C'est une activité où on voit immédiatement le résultat de notre travail, où les tâches ont une fin. Et ça crée, ça crée une réponse pour la quête de sens qu'on a dans beaucoup d'autres métiers qui ont un côté très immatériel et dont certains, du coup, se retrouvent à avoir des difficultés à trouver leur métier concret. On entend beaucoup parler de difficultés à se fixer des objectifs parce qu'ils vont dire que ce n'est pas facilement quantifiable, des projets qui vont voir le jour que dans X mois ou X années, des marathons de réunions, donc on entend parler de bullshit job, etc. Donc tout ça, c'est pas des choses qu'on va retrouver dans le métier de développeur parce que il est ressenti par celles et ceux qui le pratiquent plutôt comme apaisant et épanouissant. Pourquoi? Parce que justement, on prend à l'encontre, à contre-pied toutes ces problématiques, puisque les tâches, elles ont forcément une solution, ou alors on arrête de travailler dessus. Elles sont forcément finissables, parce que derrière, vous utilisez les applications qu'on a développées, et donc c'est bien qu'on a fini les tâches sur lesquelles on travaillait à un moment ou à un autre. On a plein de tâches qui arrivent derrière, mais chacune des tâches sont réalisables dans un temps défini. Et une fois fini, bah, on a donné vie à quelque chose, ça se voit à l'écran. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était ce dont tu m'avais parlé, Sarah, ce côté apaisant dans la découverte du développement, de la finition de tâches. Tu l'as un peu expérimenté, n'est-ce pas? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que bah, du coup, comme le disait Claire au tout début en me présentant, moi je travaille en RH aujourd'hui, donc quelque chose qui a vraiment rien à voir, enfin oui, qui est quand même assez opposé par rapport au métier du développement. Et en fait, bah, justement, moi, dans ma réflexion de est-ce que ça pourrait me plaire de m'orienter vers un métier de la programmation, de devenir développeuse, etc., j'ai commencé à tester en fait, à faire différentes choses pour voir si ça pouvait me plaire. Et ce qui m'a tout de suite plu, c'est justement le fait que ce soit bah, très concret. Enfin, c'est exactement ce que tu disais, Claire. Tout ce que je faisais était très concret. Bon, après, c'était vraiment les bases de l'apprentissage au début. Mais en fait, petit à petit, avec les différentes étapes que j'ai suivies, c'était vraiment quelque chose que je pouvais voir tout de suite alors que j'étais complètement débutante. Et quelque chose de beaucoup plus concret que ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien de RH où bah, je travaille avec des humains. Donc les humains sont concrets, sont des personnes réelles. Mais ça n'a rien à voir en termes de type de tâches. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je peux rapprocher de mes loisirs. En fait, je me rendais compte que c'était plutôt logique puisque dans ce que j'aime faire, j'aime aussi faire des choses concrètes et dont je peux mesurer le progrès en fait. Donc j'ai pu faire un parallèle avec ça ouais, complètement.
Ouais, c'est vrai, il y a aussi ce côté ludique. C'est vrai qu'il faut aimer construire des choses. Bon, vous n'étiez pas obligé de faire des Lego quand vous étiez petit, mais globalement, il y a ça qui va se retrouver aussi dans les signes avant-coureurs. C'est que vous aimez aussi, ça vous amuse en fait de donner quelque chose, de donner vie à quelque chose, à vos idées. Du coup, il y a ce côté être curieux hein, aussi. Le métier de développeur, pour moi, c'est un peu le métier du nerd des nerds, de ceux qui aiment comprendre comment le monde tourne, quoi. C'est les curieux de l'extrême. C'est ceux qui vont poser toutes les questions que les autres vont trouver débiles, qui aiment bidouiller, qui aiment comprendre comment les mécanismes fonctionnent, qui vont se demander comment l'ordinateur il tourne, mais aussi comment la machine à café elle fonctionne. Voilà, c'est juste cette curiosité qui va nous amener à nous poser les bonnes questions. Ce point-là, il est notamment important parce qu'il y a deux éléments très importants du métier de développeur derrière, qui est le fait qu'on apprend tout le temps, et du coup, il faut aimer apprendre et être curieux, et aimer apprendre, ça passe par être curieux. Et il y a le fait aussi qu'on passe notre temps à résoudre des problèmes. Finalement, la programmation, c'est un problème, il faut trouver une solution à ce problème, il y en a plein, faut choisir celle qui est la plus adaptée au problème en question sur le moment. Il faut trouver ça, du coup, intéressant de résoudre des problèmes au quotidien et faut pas trouver ça bloquant, quoi. Euh, donc, euh, donc ça revient aussi au dernier élément qui est vraiment l'aimer apprendre. On va toujours être en permanence en apprentissage quand on devient développeur. Donc ça, c'est un truc qui doit vous plaire. C'est-à-dire, vous n'étiez pas obligé d'aimer forcément l'école de manière générale. En revanche, être tout le temps de challenger, tout le temps à remettre en question ses compétences en veille et tout le temps jamais se sentir vraiment de sa zone de confort. Il faut que ce soit quelque chose qui plaise, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui fasse peur. Sinon, vous allez vite vous sentir un petit peu, vous risquez de vous sentir en tout cas peut-être étouffé dans ce métier. Il faut que ce soit quelque chose qui vous anime, quoi, de vous dire oui, ce que j'apprends aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans un an, peut-être même dans 6 mois. Et en tout cas, il faudra toujours que je sois en veille, que je me forme. Il faudra toujours que je sois ouvert aux remarques et aux changements. Et ça, c'est un point qui est très important. Et du coup, ouais, sur les points que vous soulignez, notamment l'aspect concret et la satisfaction que ça apporte, est-ce que vous avez toutes les deux des exemples de moments où vous vous êtes dit « Oh là là, je suis tellement contente, ça marche » et du coup, c'est bon, c'est fait pour moi, la programmation. J'ai un exemple qui est assez récent et c'est vraiment quand j'ai commencé à vouloir apprendre le code pour voir si ça me plaisait. Moi, j'ai pas mal essayé d'apprendre avec FreeCodeCamp. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que c'est très guidé, en fait, les différentes étapes pour apprendre le code là-dedans. Et en fait, à la fin de chaque grosse étape, il y a des projets à réaliser avec un certain nombre de prérequis en fait qu'on doit retrouver dans son code. Et c'est vrai que on est un peu lâché dans ce genre de projet. Hein. C'est vraiment juste les prérequis. Et après, il faut qu'on construise notre projet autour de ça. Et c'était hyper satisfaisant en fait de réfléchir à un plan un peu dans sa tête sur OK, je vois quel est le projet, je le visualise, du coup, je vais essayer de construire comme ça, d'organiser mon code comme ça, etc. Donc déjà ça, c'est satisfaisant parce qu'on réfléchit au plan, après on essaye de le mettre en place, etc. Et puis forcément, il y a toujours des choses qui ne marchent pas comme on voudrait, surtout quand on apprend. Le moment où j'ai été hyper contente de moi, on va dire, c'est que je m'étais retrouvée bloquée et je m'étais dit, bon, je vais aller faire une pause. Et puis, en fait, en arrière-plan, j'avais continué à y réfléchir. J'avais gribouillé, gribouillé des trucs sur un bloc-notes à côté, en dehors de mon PC et tout ça. Et j'y suis revenue 1 heure après. Je m'y suis remise, j'ai retesté des choses et là, ça a marché et j'étais trop satisfaite. Enfin, j'étais vraiment super contente. Et en fait, ce qui était d'autant plus stimulant, c'était de voir que malgré moi, en fait, même quand je voulais faire une pause, je continuais d'y réfléchir parce que c'était vraiment comme une espèce de logique à trouver, un truc à tweaker, on va dire. Et ouais, c'était vraiment hyper satisfaisant et hyper stimulant, en fait. Et du coup, à la fin, le fait de voir que grâce à cette réflexion, ça marche, ouais, c'était top. Donc là, je me suis dit, OK, si j'ai bien aimé ça, même si c'était parce que j'avais eu un problème, c'est plutôt bon signe. Ok.
Et toi, Claire, est-ce que tu as eu ce même genre de révélation? Ah ouais, complètement, je me reconnais aussi là-dedans, hein. Moi, c'était vraiment, je me souviens quand j'ai mis les pieds dedans, c'était en école d'ingé et du coup, on apprenait les bases de développement. Bon, c'était moins les cours qui étaient fascinants que plutôt à l'époque le site du zéro, qui s'appelle aujourd'hui Open Classroom. Mais à l'époque, c'était le site du zéro et c'était très bien nommé parce qu'on se sent vraiment à zéro quand on commence le développement. Et du coup, ce fameux Mathieu Nebra qui avait créé ce site, il nous savait nous expliquer ces notions nébuleuses comme personne d'autre, et certainement pas comme nos professeurs de l'époque, mais tout mon respect à eux. Mais c'était très dur de les suivre, alors que lui, il avait 14 ans, il nous parlait avec des mots qu'on connaissait, et du coup, on comprenait bien mieux, et je me suis retrouvée à 4 heures du matin à faire un site qui était très, très, très moche en plus. C'était vraiment mais une horreur, ce truc, avec un fond, avec de la mer. Enfin, c'était l'angoisse quand on y repense. Mais c'était tellement drôle. Je sais pas, je tapais une ligne et puis je voyais mon texte devenir d'une certaine couleur, je voyais le fond devenir avec une image. Les choses prenaient vie et c'était vraiment... Moi, j'aime beaucoup décrire le code comme, le job qui te rend le plus heureux au monde parce que c'est comme couper du bois. Tu coupes du bois, tu vois tout de suite le résultat de ton travail. Et du coup, tu sécrètes de l'endorphine en permanence. Tu as cette espèce de shoot permanent quand tu fais du développement. Alors, tu te prends des mines quand tu mets 3 heures ou même 3 jours, hein, on ne va pas se mentir, à résoudre un problème. Mais par contre, tu as très souvent ces moments de je fais quelque chose, boum, ça marche. Je fais un truc, ça ne marche pas. Bon, ok, je change, boum, ça marche maintenant. Et tu as cette espèce de satisfaction dont a parlé Sarah tout à l'heure, ce boost de stimulation-là, on l'a en permanence. Et du coup, c'est un métier où enfin, tu te sens beaucoup plus souvent heureux, épanoui. Et je pense que c'est beaucoup dû à ça, quoi. Ok, ça donne envie. Je vous mets les points résumés de Claire dans le chat. Donc, si vous avez plusieurs de ces points où ça vous parle, ça veut dire qu'a priori, le développement, c'est quelque chose qui serait fait pour vous. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que tu mentionnais, Claire, le fait d'être un peu les curieux de l'extrême. Est-ce que tu as, ouais, t'as des exemples de, toi, des choses qui te fascinent et sur lesquelles tu as envie de comprendre comment ça marche Ah bah oui, même moi, mais enfin, globalement, n'importe quoi, je vais être toujours celle qui pose les questions stupides, je vais être la relou de service qui va toujours demander pourquoi 50 fois. Et les gens sont là, mais tu saoules, mais non, juste je veux comprendre ce qui se passe. Je sais pas, quand j'étais petite, du coup, je comprenais pas comment l'électronique fonctionnait et du coup, je me baladais avec un tournevis dans la poche pour ouvrir tous les lecteurs vidéo chez les amis de mes parents où on était invités. Donc ça, c'était souvent trouvé mignon, mais en vrai, je me suis fait arrêter une fois dans un aéroport avec le tournevis et ça s'est beaucoup moins bien passé. Mais voilà, c'est ce genre de truc. Enfin, si globalement vous êtes un peu le relou de service parce que vous posez des questions que les autres se posent pas forcément, c'est un très très bon signe. Ok, et ce qui est génial avec ces critères, c'est qu'en fait, il y a aucun prérequis technique. En fait, c'est plus des choses qu'on a en soi. Du coup, je précise que chez Adatech School, c'est aussi ce qui est important pour nous. Il n'y a pas besoin d'avoir ni diplôme ni prérequis technique. Si on sent que c'est fait pour soi et qu'on s'est bien renseigné, on rentre chez Adatech School. Je vous envoie un lien si jamais vous voulez en savoir plus et être plus au clair sur votre potentielle reconversion ou votre potentiel choix de devenir développeur ou développeuse. C'est un lien pour un call coaching qui est fait avec une personne de l'équipe ADA et qui en fait permet de raconter votre parcours et de poser à la personne les dernières questions pour vous décider. Du coup, une fois qu'on a fait ce constat, on se dit, bon, je valide ces points. Comment savoir si on sera compétent et compétente dans ce métier comment savoir si en vrai, au-delà de se dire c'est fait pour moi, comment savoir si on sera bonne dans le métier Du coup, c'est une super transition que tu conclue la partie précédente par il n'y a pas de prérequis technique. Parce que finalement, c'est moins ce côté maîtrise de la technicité qui va jouer, notamment sur la compétence qu'on va avoir. C'est vraiment l'état d'esprit, les soft skills, comme on les appelle. Parce que du coup, devenir développeur et être bon en tant que développeur, ça va surtout dépendre de est-ce que vous êtes quelqu'un de persévérant.
ou de persévérante. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous faire passer de j'ai bien envie de découvrir, je commence à découvrir, je commence à apprendre, à je deviens développeur. Parce que la course, ça ne se fait pas du tout de ce point A vers ce point B. On passe par tout un parcours du combattant qui est très, très challengeant et qui est très bien résumé dans un article qu'on vous partagera d'ailleurs de Eric Troutman qui s'appelle Pourquoi c'est si compliqué d'apprendre à coder et qui présente ce parcours de l'apprentissage du code. Et c'est vraiment moi qui l'ai vécu quand je me suis remise dedans, parce qu'effectivement, je n'avais pas commencé ma carrière dans les métiers de développement. J'ai vraiment vécu ce parcours-là, donc qu'il appelle, qui passe par, qui n'est pas une courbe de, comment dire, qui est pas une courbe linéaire du tout. On commence par avoir beaucoup de confiance en soi, parce qu'au début, tout est très simple. On suit des sites d'apprentissage où on a très peu de choses à apprendre. Finalement, on se focalise souvent sur HTML, CSS, sur des choses qui sont d'abord assez faciles, où on voit des choses tout de suite se présenter à l'écran, etc. Et on ne voit pas encore tout ce qui est nécessaire pour faire une application. Donc on a une vision limitée qui nous permet d'avoir très confiance dans ce qu'on apprend. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'il appelle la cliff of confusion. Je ne sais pas trop comment tu traduis ça en français, mais c'est en gros le moment où on va tomber juste avant la vallée, en gros, de la confusion, où on commence à percevoir tout ce qu'on ne sait pas. On commence à prendre conscience parce qu'on découvre de plus en plus, on commence à découvrir JavaScript, le back, le front, toutes ces notions, le développement, le déploiement, le Git, plein de choses, la version de contrôle, énormément de choses différentes qui commencent à faire beaucoup. On a un problème, on le tape dans Google, on voit 1 300 000 000 de réponses, on se dit mon Dieu, mais on ne va jamais s'en sortir de ce truc. Et du coup, là, on rentre dans le désert du désespoir, comme il l'appelle, et c'est vraiment ça, où on rencontre des problèmes qui sont de plus en plus complexes pour nous. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais parce que d'un seul coup, on voit un étendu de choses très, très complexes et on se dit, mais c'est pas possible, il y a tout ça à savoir pour devenir juste développeur basique, mais ça fait trop. Donc, on sent, le mot en anglais est très fantastique, c'est overwhelmed, on se sent vraiment submergé par ce qui nous tombe dessus. Et ce moment-là, il faut vraiment être soutenu, quoi. Moi, quand je m'y suis mise, j'avais mon petit frère avec moi qui est une perle de développeur, c'est un développeur Android qui est chez Home Exchange aujourd'hui, et c'est lui qui a été mon mentor dans ma reformation. Et s'il n'avait pas été là, je ne sais pas honnêtement si j'aurais pas abandonné dans ce désert du désespoir, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était trop pour moi, que j'allais pas réussir à devenir justement assez compétente, parce qu'il y avait beaucoup trop à apprendre. Je t'ai dit, mais dans 10 ans, je serai encore. Et en fait, il faut avoir cette personne, et du coup, ça peut être un ami si vous connaissez quelqu'un, ça peut être un professeur particulier, ça peut être rejoindre, la meilleure façon, c'est sûrement de rejoindre une formation comme celle de Ada ou une école, parce que vous allez être accompagné dans ce moment où tout le monde autour de vous va avoir, vous n'allez pas être tout seul dans votre chambre, quoi, vous allez avoir tout le monde autour de vous qui va vivre ce même désert, vous allez pouvoir partager vos états d'âme, et en fait, la seule chose dont vous aurez besoin à ce moment-là, c'est vraiment de la persévérance. Et finalement, dans le métier de développeur, même après, lorsqu'on finit cette fameuse courbe, le désert est fini, hein, il y a un moment où après on remonte en compétences, on commence à mieux capter l'ensemble des éléments et finalement, on devient développeur, mais il faut du coup passer par cette nécessité d'avoir cette ténacité. Donc, il faut vraiment que vous ayez cet objectif en tête, bien sûr et certain, et que vous disiez, je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. Parce qu'après, même dans votre job de développeur, vous allez vous retrouver dans cette situation. Il y a des moments où vous allez bloquer. Et si vous n'êtes pas le genre à apprécier ces moments ou à être tenace face à ces moments de blocage, à vous dire non mais c'est hors de question, j'abandonne pas, je vais jusqu'au bout, même si, quoi qu'il m'en demande, du coup vous allez avoir des difficultés aussi dans le job. Vous aurez des difficultés à apprendre et vous aurez des difficultés aussi dans l'application du métier, parce que finalement c'est peut-être pas du quotidien, mais c'est quand même très 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 régulier. Le fait de se retrouver bloqué, et ça peut-être Sarah, tu as déjà eu des moments comme ça d'ailleurs dont tu peux nous parler. Bah ouais, ça rejoint un petit peu ce que l'exemple que j'avais pris tout à l'heure. Je pense que même quand on commence à apprendre, et du coup on est sur des trucs assez basiques, en plus quand on apprend tout seul, il y a beaucoup plus de probabilité de se retrouver bloqué, parce qu'en fait, en plus on peut en discuter avec personne quand on apprend seul en tout cas. Donc c'est sûr que dans ces moments-là, il faut savoir aussi reconnaître que
enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est reconnaître que bah, là, on est bloqué, que potentiellement, ça ne sert à rien de s'acharner et que peut-être il faut faire une pause, aller prendre l'air pour continuer, laisser l'opportunité à son cerveau d'y réfléchir un peu en arrière-plan. Et puis retenter, en fait, tenter des approches différentes ou faire autre chose en attendant. Enfin, je pense que vraiment, il faut se dire que effectivement, c'est OK de se retrouver bloqué parce que ça fait partie du job. Et je trouve ça hyper bien, Claire, que tu aies vachement insisté dessus parce que je pense que c'est important de se dire que oui, a priori, on va tous passer par là et que ça va être assez fréquent parce qu'à partir du moment où on le sait, c'est quand même plus facile, entre guillemets, facile à vivre et plus facile à surmonter. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à la question, en fait, est-ce que je vais être une bonne développeuse? Est-ce que je vais être un bon développeur? C'est aussi une question que je me posais avant de vraiment me dire, OK, je me lance, je vais candidater pour ADA, etc. Et en fait, je me suis dit que c'était de toute façon très difficile de pouvoir y répondre avec certitude avant de tenter. Et que du coup, à partir du moment où on a bien réfléchi à bah, justement tout ce que tu disais, Claire, sur enfin, les bonnes questions à se poser en fait avant de devenir développeur, quand vous avez testé, etc. Si vous voyez que là, vous avez toujours envie d'aller plus loin, ben, pour moi, il faut tenter en ayant tout ça en tête. Et puis avec persévérance, vous verrez ensuite si vous êtes un bon développeur, une bonne développeuse. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Pour compléter un peu, du coup, nous, c'est des choses qu'on évalue aussi en entretien. Du coup, le moyen de candidater chez Adatech School, il n'y a aucun test technique. Il y a un questionnaire de motivation, puis un entretien. Et c'est des choses qu'on creuse beaucoup, la persévérance. Donc, en fait, c'est des soft skills que vous avez acquis à d'autres moments de votre vie. C'est face à un problème, comment vous l'avez résolu, face à une difficulté, comment vous avez réagi, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place. Et ouais, on est aussi assez transparent sur le fait que c'est pas rose tous les jours. Il y a des moments un peu durs. Et c'est pour ça que nous, on conseille, mais ça dépend bien sûr des profils, pour ceux qui ont aussi besoin de support et d'esprit d'équipe dans ces moments-là, de faire une formation pour avoir donc non seulement les encadrants qui sont là. Alors, ils ne seront pas là pour vous dire mon pauvre, tiens, regarde, voici la solution. Ils vous poseront encore plus de questions, ce qui peut parfois être un peu énervant quand on a envie de vite débloquer un problème, mais en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et il y a aussi l'esprit d'équipe, travailler avec d'autres développeurs et développeuses en formation lors de projets qui vous aident aussi avec chacun ses systèmes de pensée à débloquer des choses, à réfléchir différemment. Et aussi, on insiste sur le fait que en fait, cette courbe, si vous la voyez, il n'y a pas de notion de temps dedans. Mais ça prend quand même un petit bout de temps. On ne peut pas devenir développeur ou développeuse en un claquement de doigts. Donc, c'est pour ça que nous, on a choisi chez Adatech School de faire une formation en 2 ans. Donc, 9 mois en formation à l'école et 1 an en alternance. Parce que si on veut être développeur ou développeuse généraliste, c'est le minimum requis, on dirait, pour arriver à avoir un job à la sortie. En sachant que, comme l'a dit Claire, on continue de toute façon tout le temps à se former. Mais voilà, c'est important aussi dans cette période-là de se dire, bon, maintenant que je suis décidée, il faut bien que je m'entoure, il faut que je choisisse la solution qui est la bonne pour moi. Ça peut être aussi d'avoir des personnes dans son entourage qui codent. L'énorme avantage du métier de développeur ou développeuse, c'est qu'il y a des communautés incroyables. Donc à la fois, sur tous les réseaux sociaux possibles. Donc ça peut être les forums dont parlait Claire, ça peut être des groupes Slack, des groupes WhatsApp, des Discord. Ça peut être aussi, tiens, je pose juste ma question sur Reddit et en 30 secondes, j'ai déjà plein de réponses. Donc heureusement, dans ce désert, quand il arrive, il y a un super... Enfin, comme les personnes sont passées par là, ils savent. Et il y a un super support à la fois dans la communauté tech et chez ADA ou dans votre entourage si vous êtes bien entouré. Sur les soft skills, je fais aussi un petit aparté sur le fait que c'est quelque chose qui est vraiment développé à part entière chez ADA. Du coup, pour valider ses compétences chez ADA, il y a des badges. Donc, on valide des frameworks, des langages. Donc, on valide les hard skills, bien sûr. Et c'est important pour voir son évolution. On s'auto-évalue d'ailleurs. Donc, c'est l'apprenant qui dit, voilà, c'est bon, j'ai passé ce stade et je mets ma ligne de code
pour montrer que c'est bon, je sais faire, puis l'encadrant vient valider ce badge. Mais il y a aussi des badges soft skills. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... Une fois que vous serez passé par ces étapes, vous aurez en fait validé des soft skills qui sont hyper valorisés sur le marché du travail. Du coup, question suivante. Une fois qu'on est convaincu à la fois qu'on veut devenir développeur ou développeuse, qu'on sait, grâce à ces soft skills, qu'on a les atouts pour être bon dans ce domaine, est-ce que, Claire, tu pourrais nous décrire, en fait, c'est quoi le quotidien, ton quotidien en tant que développeuse? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans une journée? Comment ça se passe? Oui, bah, c'est vrai que du coup, c'est un peu la suite, c'est à quoi ça ressemble concrètement de faire ça tous les jours. Finalement, être développeur, c'est un peu un grand mot. C'est-à-dire, on n'est pas développeur de manière générale, on a quand même une spécialité. Et du coup, moi, par exemple, tu disais tout au début, je fais du front, donc je développe ce front-end chez Back Market. Donc ça veut dire que je développe des interfaces qui sont du coup au service des utilisateurs, donc ce que vous utilisez sur le web quand vous venez sur Back Market. Moi, je travaille d'ailleurs plutôt sur la partie que les marchands utilisent, donc ceux qui mettent en vente les produits que peut-être vous avez déjà achetés chez Back Market. Il y a les back-end, eux, ils vont développer les API donc, et la partie derrière l'écran, on va dire, qui va permettre du coup de montrer de l'information et de vous faire interagir avec l'information sur les interfaces que moi je vais développer pour vous. La partie DevOps, donc tout ce qui est infrastructure, puisque tout ce qu'on développe, il faut bien que ça tourne sur des serveurs, il faut que les bases de données soient accessibles, il faut que tout ça puisse être stocké quelque part. Et puis évidemment, il y a toute la partie mobile aussi, où c'est presque un autre monde, mais on est plus proche du front, on va dire, où on va développer des interfaces qui vont être cette fois sur des appareils mobiles. Et du coup, les spécificités de chacun de ces métiers vont être différentes. En revanche, après, notre quotidien, il va être plutôt partagé. On va avoir une organisation, en tout cas dans la tech, hein, qui va tourner autour de ce qu'on appelle les méthodes agiles. Donc, on va travailler par sprint, c'est-à-dire que, en tout cas, chez Back Market, ce sprint va durer 2 semaines. Il y a des endroits où c'est 1 semaine, ça peut être plus, il me semble. Chez nous, c'est 2 semaines. Et donc, en 2 semaines, on va définir les tâches qu'on pense sont réalisables par l'équipe. L'équipe, chez nous, c'est environ 7 personnes. Donc, des fronts, des backs, et on se répartit. Donc, il y a aussi designer pour définir les interfaces auxquelles on va donner vie. Et puis, il y a le product owner, le product manager, donc celui qui s'occupe du produit. Et donc, nous, on travaille avec l'ensemble de tous ces métiers. Donc, il y aura des tâches qui vont être définies. Ces tâches, généralement, elles sont définies par le business. Donc, concrètement, vous avez vos responsables clients, business, stratégie, qui vont faire un mix entre ce dont les clients ce que les clients ont demandé, ce qu'ils envoient des demandes, et ce que la stratégie produit est sur les prochaines années. Ça va définir ce qu'on appelle une roadmap. Donc, on dit l'application, il faut qu'elle évolue de telle manière, il y a telle fonctionnalité à ajouter au fil du temps. Et donc ça, ensuite, ça va être découpé. Donc ça, c'est votre responsable produit qui va s'en occuper avec vous, de le découper en sous-tâches qui vont être réalisables dans un délai très court. Et quand je dis très court, ça veut dire majoritairement du temps, moins d'une journée. Si c'est plus, c'est beaucoup plus rare quand même. A priori, en une journée, une sous-tâche doit être terminée pour être ensuite soumise à revue par les autres développeurs. Et donc, vous, votre quotidien, il va tourner ensuite autour du développement donc, de vos tâches qui auront été définies comme les vôtres pour ce sprint. Donc, on va vous dire en 2 semaines, tiens, Claire, tu peux faire celle-ci, 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 celle-ci. Je vais faire oui, 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 oui. Donc, je vais prendre un certain nombre de tâches pour le sprint à venir. Donc, ça permet à tout le monde de s'organiser, de se dire est-ce que la roadmap elle est réalisable effectivement ou pas. Et puis ensuite, va y avoir donc les revues de code. Donc, je développe la fonctionnalité, elle est revue par les autres, je fais les modifications éventuelles qui vont me soumettre. Une fois qu'elle est bonne, qu'elle est prête, eh bien, elle est ajoutée dans l'application et donc les utilisateurs finaux l'utilisent en production. Donc, quand on dit en production, ça veut dire sur l'application qui est en ligne. En dehors de ça, on a également du coup des réunions de cadrage, les réunions qui définissent les fameux sprints, les réunions avec le responsable produit pour discuter des fonctionnalités qu'on doit développer, des tâches qu'on a, les réunions avec le designer pour discuter des interfaces,
On a des réunions de démonstration et on a des réunions avec les autres équipes aussi pour discuter de la stratégie globale de l'application, se partager des best practices. On a des revues de code à faire, donc les autres en font pour le code que nous on produit, et nous on en fait pour celui des autres, donc pour s'assurer que tout le code qui est produit répond aux bonnes pratiques de qualité, de maintenabilité, de lisibilité et de performance qu'on définit dans l'entreprise. Et voilà, au final, toutes ces tâches, là, au niveau des réunions, les développeurs, on est probablement un des métiers qui est les plus préservés sur le sujet, grâce au lobbying qui est réalisé depuis plusieurs années par l'ensemble de la profession pour faire respecter l'importance des sessions de deep work dans ce métier. Donc, ce qu'on appelle deep work, c'est avoir des sessions d'au moins 3 heures pendant lesquelles vous allez être focalisé sur votre tâche pour faire uniquement ça, et ça vous permet d'atteindre un niveau de concentration très fort et donc de produire bien plus rapidement le travail qu'on attend de vous. Donc ça, merci à eux, parce que du coup, on a beaucoup moins de réunions que les autres métiers. On est beaucoup plus focalisé sur ce qu'on produit. Et quand on a des réunions, elles sont vraiment très ciblées sur un objectif très précis, sauf quand c'est un café avec des collègues, évidemment. mais du coup, on a après une semaine qui rassemble majoritairement du travail dédié au développement, à la conception, donc des tâches sur lesquelles vous allez travailler, donc parce qu'on a forcément une réflexion en amont avant de se lancer dans le code. On ne se dit pas, tiens, je récupère ça, bim, je me mets la tête dedans. On réfléchit à comment on va l'insérer dans l'ensemble d'une code base, comme on l'appelle, c'est-à-dire du code général de toute l'application. On travaille aussi avec les designers, on travaille avec les bacs, donc on a pas mal d'échanges avec les autres. Donc voilà, globalement, une journée type. Moi, j'arrive le matin, donc on a le stand-up. Donc c'est en gros une réunion qui dure 15 minutes, pendant lesquelles on est les 7 personnes de mon équipe. Chacun partage ce qu'il a fait hier, ce qu'il va faire aujourd'hui, s'il a des points de blocage, s'il a besoin d'aide sur quelque chose. Et ensuite, je pars sur mes tâches. J'ai peut-être 1 ou 2 réunions dans la journée. Il y a des journées où je n'ai pas de réunion du tout. Si je suis bloquée, je vais aller voir les autres sur les channels Slack pour leur demander de l'aide. Je vais aussi y aller pour voir si les autres sont bloqués, si je peux les aider. Je vais faire des revues de code des autres. Je vais travailler avec le product, donc mon responsable produit, quand j'ai des questions sur la tâche sur laquelle je suis, et avec le designer quand j'ai des questions sur les interfaces. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Ok, merci. Et une partie intéressante dans ce que tu dis, c'est qu'on s'imagine le développeur toujours en train de coder avec son ordi. Il y a quand même une forte partie dont tu as parlé de aussi conception, organisation. Pour vous donner un exemple, chez Ada, le lundi, quand on lance les projets de 2 semaines, il y a un encadrant qui demande spécifiquement de ne pas utiliser son ordinateur. Parce que ce n'est pas le moment, en fait. Il y a un peu un réflexe parfois de se rassurer, d'aller regarder, tiens, quel langage je vais utiliser, est-ce que je suis assez au point sur ce langage, taper dans Google. Et en fait, c'est un moment, et c'est un peu inspiré de la méthode agile, donc le moment de conception dont tu parlais, Claire. C'est un moment où on fait les tickets, on se demande comment on structure le projet, qui fait quoi. Donc, il y a aussi une forte partie de travail d'équipe et de structuration, d'organisation, de logique. Donc qui est intéressant à savoir et dont on n'a pas toujours conscience. Il y a Magali qui te demande, du coup, qu'est-ce qu'une tâche concrètement ? Alors, une tâche, concrètement, c'est un morceau d'une fonctionnalité que tu as développé. Donc, un exemple tout bête, en ce moment, je suis en train de développer une page qui va permettre aux marchands de visualiser les marchés sur lesquels ils ont la possibilité de vendre des produits. Et donc, ma tâche d'aujourd'hui, c'était lorsque le marchand n'a pas du tout encore ouvert, ne vend encore dans aucun marché à l'international, lui afficher certains éléments de texte, d'image et des boutons pour lui permettre d'accéder à différentes pages qui vont lui permettre de lancer un applicatif qui lui permettra d'ouvrir ses marchés. Et donc, j'avais cette page à développer. C'est assez simple à mettre en place. Et du coup, ça m'a pris, c'était une tâche d'une journée. Ensuite, tu l'ouvres en code review, donc en revue de code pour les autres développeurs. Mais voilà, une tâche, c'est ça. Ça peut être, pour un back-end, par exemple, ça peut être créer ou modifier une partie d'une API. Par exemple, pour cette partie des marchés, moi, j'avais besoin que l'API soit modifiée par un de mes back-ends parce qu'il manquait une information.
dont j'avais besoin pour pouvoir définir si justement le marchand avait la possibilité d'ouvrir ou pas des marchés. Je ne sais pas si ça répond assez à la question. On va voir ce que... C'est bon. Super. Et donc, une fois qu'on est totalement convaincu, par où on commence concrètement pour se lancer dans la programmation? Par où commencer? Ah bah du coup, pour moi, le plus important, c'est d'abord de répondre à la question la plus importante, c'est est-ce que ça vous plaît de développer? Et avant d'être un métier, développer, c'est d'abord une activité. C'est souvent quelque chose qu'on a commencé à faire d'ailleurs en parallèle d'un métier. Bah, Sarah est la première elle va vous en parler nous en parler juste après. On commence souvent ça à côté et c'est un petit peu quand on réalise qu'en fait, on a un peu envie de faire ça toute la journée qu'on se lance. Et ça, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Du coup, pour ça, commencer par découvrir si ça nous plaît, si le développement nous procure ces sensations dont on vous parlait au tout début. Donc, vous commencez avec des petits cours de développement web. Alors, je recommande le web parce que c'est très concret par rapport à nous, notre usage d'utilisateur final. On utilise tous des sites web tous les jours ou des applications mobiles. Et du coup, ça nous permet très vite de créer des choses qu'on utilise. Et donc, peut-être, on pourra aussi laisser notre imagination nous donner l'envie de créer des choses qu'on a envie dont on a l'idée. Donc, faire un petit cours gratuit donc avec FreeCodeCamp, dont tu as déjà partagé le lien et dont Sarah nous a parlé tout à l'heure. On peut aller plus loin avec des cours qui sont payants, mais qui ne sont pas chers du tout, comme des cours sur Udemy. Il y a un instructeur en particulier que j'apprécie énormément qui s'appelle Cold Steel, qui a fait le Web Developer Bootcamp. Et ce cours, il est très complet. Il permet vraiment de partir de zéro et d'arriver après à développer une petite application web. Il y a une version avancée de ce cours si on veut aller plus loin. Et sur Udemy, vous avez des cours qui vont tourner entre 10-15 euros. C'est en promo régulièrement. Donc, il faut juste attendre que la promo tombe. Ça arrive souvent. Donc, un peu de patience et c'est bon. Et puis voir si... Je vois qu'il y a une promo en ce moment même. Voilà. Si c'est un premier inscrit, inscrit, il y aura toujours la promo en plus. Donc, il ne faut pas hésiter. Et ouais, on partagera tous les liens qui seront mis derrière dans l'article et on les mettra ensuite. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous prenez du plaisir? Donc, faites ces petits cours et puis voyez, est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, je me souviens, c'est le moment où j'avais fini, j'avais pas vu l'heure et je regarde ma montre, je vois qu'il est 4 heures du matin, je me dis, ah ouais, d'accord, j'aime ça. Et c'est un peu le seul truc dans ma vie où j'avais pu passer autant de temps dessus sans m'en rendre compte. Donc, c'est vraiment juste par là qu'on commence. Et ensuite, lorsque ça nous plaît, ce genre de petite formation, et qu'on va plus loin avec les cours Udemy, etc., et que là, on veut aller encore plus loin et que du coup, on se dit, OK, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça tous les jours, là, on y est et là, on peut commencer à se chercher une vraie formation certifiante comme celle de Ada, par exemple. Sarah, peut-être que tu peux nous partager un petit peu comment toi, tu as commencé. Ouais. Moi, c'est vrai que, je dirais que la réflexion a commencé à germer. C'est un peu particulier parce que du coup, je travaille entourée de développeurs, même si mon métier de développeur est de développeuse, même si mon métier n'a rien à voir. Et du coup, je pense que l'idée a commencé à germer un petit peu. Je pense que ce qui est un peu particulier, c'est que ce qui m'a vraiment montré que c'était quelque chose que je pouvais faire et qui m'était accessible, c'est le fait aussi d'avoir entendu parler d'Ada, même si ça n'a pas tout fait, mais le modèle m'a vraiment beaucoup parlé. C'est un peu ça aussi qui m'a poussée à aller plus loin, en fait, à creuser. Et après, comme tu le disais, Claire, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de tester par moi-même, de chercher à découvrir comment ça pouvait se passer, d'en parler autour de moi. En fait, j'ai beaucoup discuté avec des amis, soit qui sont eux-mêmes reconvertis, mais dans des formations complètement différentes, soit qui codent à côté, soit en parlant avec du coup mes collègues de back market, etc. Donc en fait, le fait de me renseigner sur ce que c'était concrètement le métier de développeur, le fait d'apprendre par moi-même et le fait en parallèle aussi de me renseigner sur les formations qui existaient, ça a fait que tout ça a cheminé. Et oui, en fait, je pense qu'une fois qu'on a testé, qu'on a vu que ça pouvait nous plaire, etc., une fois qu'on est convaincu, il faut effectivement se dire, bon, de quoi est-ce que j'ai besoin pour aller plus loin? Parce qu'il y a énormément de choix qui existent, en fait, en termes
de formation sur le marché. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est le fait ce qui m'a beaucoup plu, en fait, dans ADA plus particulièrement. Je ne me suis pas tellement posé de questions, pour le coup, sur quelle formation je voulais faire. Je savais que ce dont j'avais besoin et l'environnement dans lequel je me sentirais à l'aise, c'est un environnement dans lequel j'allais être encadrée vraiment, puisque même si on sait que, OK, on a envie de se lancer, de se reconvertir, etc., ça reste une reconversion. Donc, c'est un gros challenge déjà de ce point de vue-là. Quand on a déjà commencé sa carrière dans un métier qui n'a rien à voir, etc., c'est un sacré pas à passer quand même. Donc, je savais que j'avais besoin d'être encadrée. Je savais que pour me sentir en confiance, j'avais besoin que la formation elle dure un certain temps. Le fait de faire une alternance, pour moi, c'était un vrai plus. Pareil, en fait, plus pour une question de me sentir en confiance en fait, dans le futur métier que j'allais exercer. Donc, je pense vraiment qu'il faut benchmarker un petit peu les formations qui existent. Vous posez des questions sur de quoi est-ce que vous pensez avoir besoin en fait, dans votre apprentissage, dans votre formation, etc. Parce que je pense qu'on a tous des modes de fonctionnement un peu différents. Mais donc voilà, se poser des questions là-dessus, benchmarker un peu les formations, ne pas hésiter à aller en parler aussi des personnes éventuellement que vous connaissez, ou là, en vous renseignant, enfin, par exemple, là, ils font plein de lives pour en savoir plus, donc c'est trop bien. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à prendre plein d'infos. Et puis ça tombe bien, ça fait aussi partie du métier de développeur et développeuse. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis après, pas lâcher dans l'entre-deux. Quand vous savez que vous allez vous lancer et le moment où effectivement vous allez vous lancer, pas lâcher, continuer à apprendre, à poser des questions, à en discuter et puis voilà. Je rebondis sur le côté poser des questions à son entourage. Parfois, on a la chance d'avoir des développeurs, développeuses autour de soi. Dans ce cas-là, profitez-en, posez toutes vos questions, de savoir comment ça se passe concrètement. Sinon, je vous mets un live qu'on avait fait sur différentes manières d'être développeuse. On avait interrogé 3 femmes développeuses, une freelance, une back-end, une front-end. Donc, ça peut permettre d'avoir des expériences. Et si jamais vous voulez être mise en contact avec des développeurs ou des développeuses, vous pouvez aussi nous écrire sur le chat. Nous, on a du coup une super communauté et pas de problème pour vous mettre en contact pour poser les questions de manière plus personnelle. J'ai bien vu vos questions, on les prendra juste après. J'ai vu qu'il y avait 2 questions. J'avais juste une question pour toi, Claire, sur par quoi commencer. Tu me parlais pas mal des projets perso. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, c'est vrai que c'est super important d'avoir un projet à soi et qu'on a envie de réaliser. Et c'est quelque chose d'ailleurs que Sarah, t'avais bien mentionné quand on avait discuté ensemble parmi les signes avant-coureurs de pourquoi est-ce que je suis sûre que je vais être développeur et pas autre chose. Est-ce que c'est pas juste le métier qui a l'air fun? C'est quand on a une idée, d'avoir envie de le réaliser et de lui donner vie. Et pas juste avoir envie du produit final. Parce que souvent, il y en a, ils ont une idée, ils se disent ah là, j'ai envie du coup ça pourrait être fun de le développer, je vais peut-être apprendre au passage. Mais en fait, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le produit final. Et finalement, si c'était fait par quelqu'un d'autre, ce serait pareil au même. Si c'est votre cas, du coup, le métier de développeur, ça va pas forcément être votre truc. Vous, ce qui doit plus vous intéresser, c'est justement de créer le truc, de lui donner vie. Quoi que ce soit, hein, ça peut être votre site perso comme Sarah, ça peut être une application. Moi, c'était une application, une extension Chrome pour afficher sur ma page Nouvel Onglet des articles que je voulais lire pour plus tard parce que j'arrivais pas sinon à les lire avec une autre appli. Ça peut être un jeu, ça peut être une to-do list si ça vous amuse, ça peut être n'importe quoi, hein. Le truc où vous vous dites, tiens, ça, il n'y a personne qui a développé quelque chose que je trouve assez joli sur le marché, je vais le développer pour moi et puis voilà, pourquoi pas. Et puis du coup, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre parce que les tutos, c'est sympa, mais finalement, vous arrivez tous à un moment où vous vous dites, comment dire, il y a le moment entre le tuto et la réalité, et ce gap, il est très grand. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on réalise quand on finit un tuto, et surtout quand on finit un tuto assez long et dur.
ou qui a été full stack, où on a développé toute une application, on a l'impression du coup qu'on se dit tiens, bah, c'est bon, je peux refaire la même chose, je vais pouvoir développer la mienne. Et en fait, on va tomber là face à plein de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas du tout eu dans cette application précédente qu'on avait développée dans le cadre du tutoriel. Et c'est là en fait qu'on va vraiment apprendre. C'est là qu'on va se retrouver à chercher à nouveau. Et du coup, avoir ce projet personnel, c'est pas juste bon pour vous pour trouver votre premier job, parce que finalement, si vous êtes dans le cadre de conversion, vous avez 0 expérience précédente. Et du coup, je voyais Morgane qui demandait, mais on répondra plus largement à cette question-là après, qui demandait comment on présente ça à un recruteur derrière. On n'a effectivement pas d'expérience, donc ce qui va être super important, c'est de montrer des compétences que vous avez acquises, une capacité d'autonomie et une capacité à concevoir des applications et à les concevoir bien avec un code qui est propre, etc., qui répond aux bonnes pratiques. Et pour faire ça, rien de mieux que d'avoir des projets qui sont développés par vous et qui vous permettent de montrer concrètement que vous avez acquis ces compétences-là. Et en plus, c'est là où vous allez passer dans le cadre du fameux parcours de Eric Trotman, c'est là où vous allez passer du désert à la partie où vous allez vraiment commencer à développer des compétences à Job Ready. C'est ce projet-là qui va vraiment vous faire passer à autre chose. Donc, tant que vous n'avez pas ce projet, moi, je dirais que vous n'êtes pas encore Job Ready parce que vous n'êtes pas retrouvé face à la galère de devoir déployer votre application et de savoir ce que ça veut dire que de le déployer, de savoir ce que ça veut dire que de passer du coup de votre local à un .com, de ce que ça veut dire que d'utiliser une base de données, de la relier, de consommer cette application, les informations sur votre interface, de lui donner accès aux utilisateurs, de se poser des questions de sécurité, de Git et de conservation de votre application. Et tout ça, vous allez l'apprendre dans la vraie vie quand vous allez travailler sur votre projet à vous. Et donc, moi, le projet final sur lequel j'ai travaillé, c'était un projet dont j'ai eu l'idée au tout début, quand j'ai commencé à me reformer. Mais du coup, je n'avais pas du tout les compétences pour le faire. Et donc, je l'ai développé à la fin, lorsque je me sentais vraiment prête et que j'avais fini toutes mes formations en ligne. Et finalement, c'est un projet qui m'a pris du coup, je pense, bien plus de 2 mois à temps plein, alors que ce n'est pas non plus un projet incroyable de complexité. Je pense qu'aujourd'hui, je le refais, j'en ai pour peut-être 2 semaines, 3, un truc comme ça. Mais finalement, c'est parce que ce projet à l'époque, c'était quelque chose de très complexe et je me suis posé plein de questions auxquelles je n'avais pas du tout été frottée dans les cours. Et du coup, j'ai mis plein de temps à rencontrer des problèmes que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais eu. Et donc, ça a été extrêmement formateur. Et puis après, vous arrivez donc vous arrivez en entretien ou en CV, c'est beaucoup plus facile de dire, voilà, en termes d'expérience, je développais ça, vous pouvez aller sur telle URL et utiliser l'application. Et vous allez là, vous allez repo, je vous le partage, et puis vous pouvez aller voir le code directement. Et ça permet de montrer que vous avez acquis les compétences, ou en tout cas d'avoir une base sur laquelle enclencher une discussion avec un recruteur. Et là, au niveau satisfaction personnelle, concrètement, j'ai fait quelque chose, c'est assez énorme. Là, vous êtes au top du top. Alors moi, cette application, c'est vraiment ma plus grande fierté, alors qu'il y a peut-être 40 utilisateurs dessus. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai fait pour moi parce que ça m'amusait. Mes potes l'utilisent. Je n'avais même pas prévu que ça les intéresse. Et il y a des gens que je ne connais pas qui sont dessus. Je ne sais même pas comment ils ont trouvé le lien. Mais du coup, je m'en fiche. Le truc, il est en ligne. C'est ma plus grande fierté, quoi. Trop bien. Et pour vous donner certains exemples, nous, c'est des choses qu'on entend aussi en entretien et qui sont pour nous des hyper bons signes. C'est pourquoi tu as envie d'être développeuse. C'est parce qu'en fait, j'ai été face à un problème et j'ai envie de développer le projet moi-même pour apporter une solution. Donc, notamment une jeune maman qui était face à son fils qui jouait tout le temps aux jeux vidéo et elle avait envie de lui coder un petit jeu éducatif, ou une fille qui est passionnée de lecture et qui trouve que c'est hyper dur de trouver des livres féministes tous bien référencés, qui voulaient faire une librairie féministe en ligne. Enfin, des projets comme ça où, en fait, si vous n'avez pas seulement l'idée business, vous avez vraiment l'idée de « tiens, j'ai envie de moi-même le faire et de passer par toutes les étapes », ouais, c'est un super bon signe. Je vous envoie dans les références, on a donné pas mal de liens de cours. Il y a aussi notre manuel de programmation qui peut se faire assez rapidement, qui est très ludique et tout à fait dans la vibe de la pédagogie de Dada. Donc voilà, je vous le conseille. Pour le coup, c'est un manuel à suivre c'est guidé, il y a des niveaux, donc n'hésitez pas.
Et vient le moment, on déborde un tout petit peu, mais c'est hyper intéressant. Vient le moment des questions, donc on va les reprendre dans l'ordre. Et si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a Claire et Sarah qui sont là pour vous. Alors, il y avait Karine qui demandait, faut-il être bilingue anglais pour exercer ce métier? Alors, bilingue, pas non, mais alors bon en anglais, oui, c'est super important. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, tu vas avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'aide, pas juste pour apprendre le code, mais aussi après pour développer. Et en fait, toute l'aide que tu vas trouver en ligne, en tout cas 99%, elle va être en anglais. Et donc, tu as d'une part la documentation officielle des langages dont tu auras besoin quotidiennement et les forums d'entraide. Et toutes ces documentations et ces forums, ils sont en anglais. Il y a quelques documentations qui sont traduites maintenant, mais du coup, les traductions laissent souvent à désirer. Et donc, tu peux te retrouver avec des mauvaises traductions et du coup, des difficultés à comprendre ce que tu dois vraiment faire derrière. Donc, lire l'anglais, c'est-à-dire ce qui a vraiment été pensé par les personnes qui ont produit le langage, c'est super important. Et en fait, du coup, c'est vraiment important parce qu'il va falloir que tu trouves très rapidement en lisant un forum si ça répond bien à la question que tu as ou pas. Sinon, il faut que tu switches rapidement sur une autre page pour trouver de l'aide ailleurs. Sur la documentation, c'est pareil, il faut que tu puisses te déplacer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que tu puisses lire et comprendre de l'anglais. Pas forcément le parler, du coup. C'est mieux. Alors, pour le coup, tu en auras besoin si tu veux travailler dans une boîte qui est à l'international et que tu interagis avec des gens qui sont pas francophones. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux travailler dans une boîte purement francophone, vous parlez français, mais tu auras quand même besoin de l'anglais parce que tu auras besoin de pouvoir lire et comprendre de l'anglais très rapidement pour pouvoir te sortir d'une problématique. Et pour le coup, au début, la solution, c'est un petit peu de copier-coller dans Google Trad, mais en vrai, ça a ses limites. Il y a un moment ou un autre où on parlait de persévérance tout à l'heure. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui continuent d'utiliser Google Trad et qui sont encore en train d'apprendre le code, parce que franchement, alors là, c'est encore plus niveau complexité. On a un gros level. Donc, je dirais, si vous pensez que vous avez des difficultés en anglais, ça ne va pas être insurmontable, hein. Vous pouvez commencer à apprendre le code. En revanche, commencez dès maintenant à vous former. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un partenariat chez Ada hein, sur le sujet. Oui, ça répond bien à la question de Sarah qui demande « Bonjour, y a-t-il une formation pour nous aider à monter en compétence sur notre niveau en anglais chez Ada ?» Oui, en effet, parce que du coup, c'est important et parce qu'on veut que vous soyez au niveau. Donc, c'est avec une application qui s'appelle Gymlib, qui du coup peut être complètement fait en parallèle d'Ada. Et c'est une appli où en fait, on en fait un petit peu chaque jour pour progresser. Et nous, on fait des modules spécialement axés sur pas mal d'écrits et de compréhension écrite parce que c'est ce dont vous aurez besoin au tout début pour apprendre à coder. Et donc, c'est une formation qui est dans le cadre d'Ada Tech School. Vous avez accès à cette app gratuitement et les progrès sont vraiment rapides. Et à la fin, il y a en plus une évaluation du niveau là, en A1, B1, etc. Donc, ça, vous pouvez le mettre en plus sur votre CV. Donc voilà, l'anglais, ce n'est pas rédhibitoire, mais il faut être prêt à le bosser pour pouvoir bien se documenter. Du coup, on reprend les questions dans l'ordre. Il y avait Morgane qui demandait, du coup, un peu spécifiquement à Claire, vous aviez dit que vous faisiez un autre métier avant. Comment avez-vous convaincu votre premier employeur en tant que dev suite à votre reconversion? Avez-vous des conseils? Alors, alors moi, j'ai quand même eu un poil particulier parce que du coup, je me suis remis au développement et mon premier projet, ce n'était pas dans une boîte, mais c'était pour un client d'ailleurs qui ne m'a pas payé, c'était mon papa. Donc concrètement, il avait besoin de développer un projet qui était de base assez simple sur le papier. Qui était il fallait utiliser un CMS pour développer un site pour un artiste. Et du coup, je lui ai dit d'accord, mais seulement si ça me permet de moi de développer, d'apprendre, enfin d'appliquer mes compétences. Et du coup, je ne veux pas utiliser un CMS qui existe, je veux le faire moi-même. Donc, ça veut dire que ça va prendre du temps, mais bon, c'est gratuit, donc est-ce que tu es d'accord quand même? Il était d'accord, donc ça a été ça mon premier projet. Et c'est un projet qui m'a pris bien 4 mois, je dirais. Donc voilà, chacun trouve un petit peu ses solutions à lui. Je dirais que pour moi, ce premier projet, du coup, ça a été ma première expérience sur mon CV en tant que développeuse. Ensuite, j'ai eu mon projet personnel, donc celui dont je vous ai parlé, l'application, l'extension Chrome que j'ai ensuite mis sur mon CV comme projet de, je ne sais plus comment je l'ai présenté, d'ailleurs freelance ou startup ou je ne sais pas.
mais du coup, je l'ai mis comme ligne, ça m'a pris 2 mois sur mon CV. Et après ça, j'ai bossé sur un projet de boîte. Donc en fait, du coup, entre le moment où j'étais prête à devenir développeuse et le moment où j'ai cherché un job, donc un CDI, hein, dans une boîte, il s'est passé finalement beaucoup de temps. Donc quand je suis arrivée à postuler pour un vrai job en tant que développeuse, entre guillemets, j'ai pu vendre de l'expérience. Et surtout, et c'est peut-être là où ça va peut-être plus aider sur la réponse à la question, donc, lorsque je me suis retrouvée à postuler pour un CDI, j'ai vendu les expériences que j'avais accumulées, qui étaient beaucoup basées sur ce freelance. Et je pense qu'on a tous, par contre, autour de nous, un pote pour lequel on peut faire un site. Donc, n'hésitez pas à demander autour de vous et à faire ça. Prenez les 4 mois pour faire... et dites-lui, du coup, c'est gratuit, mais je te fais tout de A à Z. Et ça se trouve, il y aura des problèmes. Et il y en a plein. Hein. Je passe mon temps à résoudre des trucs sur le problème sur le site de mon père. C'est génial. mais au moins, vous avez énormément appris. Enfin, ce projet vous apprendra énormément. Faites vos projets perso, donc ça vous fait une première base. Donc ça veut aussi dire, et ça complète ce que disait Claire et ce que dit Sarah, c'est-à-dire que ça prend du temps de devenir développeur. On ne devient pas développeur en 3 mois, encore moins en 6, et encore moins en moins. Donc vraiment, il faut prévoir d'avoir le temps devant soi pour le faire. Et ensuite, vendez aussi, vous n'avez pas juste vos compétences de développement. Moi, ce qui m'apporte tout autant dans le cadre de mon métier de développeuse aujourd'hui, c'est toute l'expérience passée où j'ai fait des ventes, de l'entrepreneuriat, du marketing, du produit. Et tout ça, ça apporte énormément à mon panel pour être une bonne front-end chez Back Market, puisque ça me permet de bien comprendre les enjeux business des interfaces sur lesquelles je travaille, de bien comprendre le besoin, l'expérience utilisateur nécessaire pour la mettre en place, et de discuter avec le business pour faire de nouvelles propositions et être force de proposition. Donc, mettez en avant les projets, donc faites des projets personnels, ça c'est vraiment beaucoup trop important, parce que ne serait-ce que Sarah, peut-être que tu pourras nous en dire aussi un petit peu là-dessus, mais en tant que recruteur, moi demain, si vous venez et que vous dites que vous voulez postuler chez Back Market pour être développeur, ou n'importe quelle entreprise, hein, vous voulez être développeur, vous sortez une formation, vous n'avez pas de projet personnel, je ne vais pas croire une seule seconde que vous êtes passionné par le développement. Parce que du coup, vous n'aurez pas pris le temps de donner vie à une idée à vous, ou même de vous créer quelque chose pour montrer vos compétences. Et donc, ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure, faut que vous ayez envie de créer des choses, et c'est ça aussi le métier de développeur. Voilà. Pour vous donner un exemple, du coup, on est partenaire aussi, en plus de Back Market, avec Mano Mano, le site de e-commerce de bricolage. Et du coup, là, ils ont pris du coup, les premiers alternants chez Adatech School. Et ce qu'ils mettaient en avant sur ces profils en reconversion, c'était le fait qu'en fait, ils avaient par rapport à des profils d'école d'ingénieurs qui recrutaient avant, donc qui étaient plus diplômés, qui avaient plutôt fait des bacs plus 5. Là, c'était des profils où ils les trouvaient très ouverts, du coup, qui connaissaient exactement les enjeux de chez Mano Mano, les enjeux d'un site de e-commerce, à poser les bonnes questions. Donc, il ne faut pas voir la reconversion comme un handicap parce qu'on y arrivait plus tard, parce qu'on a fait des formations moins longues. C'est vraiment, faut le voir comme un atout parce que vous avez accumulé énormément de choses. Tu parlais, Claire, de toi, des métiers que tu avais fait assez liés finalement à la tech, mais même dans les métiers très éloignés. Notamment, il y a une fille qui a fait les beaux-arts, une autre qui a travaillé dans le tourisme et l'hôtellerie. En fait, à chaque fois, il y a des compétences à mettre en avant. Donc, dans les beaux-arts, c'est le côté hyper créatif. Dans l'hôtellerie, c'est le côté très tourné client et très réactif, qui sait réagir vite. Donc, vraiment, voyez-le comme un atout quand vous vous reconvertissez. C'est vraiment super important. C'est un très bon point, hein, ce que tu viens de mentionner. Quelque chose dans lequel on peut vous accompagner, c'est comment identifier les compétences que vous avez développées dans vos métiers que vous ne percevez pas. Et c'est typiquement, on parle d'hôtellerie, ça demande une capacité d'organisation et de timing qui est très très précise et que beaucoup d'autres métiers ne développent pas. Et ça, dans le métier de développeur, c'est un énorme atout. Parce que savoir très bien organiser son temps et pour produire et délivrer au bon moment, c'est une vraie compétence et ça peut être un vrai atout dans le métier. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez présenter. Donc, c'est juste savoir identifier dans les métiers que vous avez déjà fait auparavant les compétences et les soft skills que vous avez, donc les hard skills et les soft skills que vous avez développés. Et comment eux, ils vont vous permettre d'être un très bon développeur et d'être meilleur du coup que d'avoir de l'avance entre guillemets sur ces sujets-là
que des juniors développeurs ou même des intermédiaires développeurs qui seront peut-être bien meilleurs que vous en compétences techniques, mais qui n'auront pas encore cette capacité à s'organiser, à s'auto-manager, à être autonome, à collaborer avec les autres, à partager de l'information facilement et à comprendre les enjeux business. Il y a une question de Yann ensuite qui nous dit, donc je vous lis la question. Bonjour, j'ai commencé à coder en autodidacte, mais je n'arrive pas à savoir si je préfère le back ou le front. Quel langage doit-on apprendre pour se faire une bonne idée de l'orientation du coup, quelles sont les qualités et affinités qu'on doit avoir pour faire du back et puis du front? C'est assez lié, du coup, je le prends avec une question de Marine. Faut-il forcément être très calé en back-end si on souhaite travailler uniquement en front-end et inversement? Donc, est-ce que c'est un truc à savoir ensemble ou est-ce qu'on peut se spécialiser dès le début sur un des deux? Alors, moi, je dirais toujours que c'est une bonne idée d'aller un petit peu dans de la généralité au départ quand on se forme, parce que justement, c'est la meilleure façon pour répondre à la première question sur comment je fais pour savoir si je préfère l'un ou l'autre. Finalement, il faut que tu aies fait les deux pour vraiment te rendre compte et tu n'as pas besoin de faire les deux de manière très avancée. Juste un petit projet, enfin, dans le cadre de... par exemple, tout à l'heure, on a parlé de The Web Developer Bootcamp de Code Seal sur Udemy. Moi, j'avais fait la version Advanced de ce cours-là. Et du coup, j'avais vu du back, du front. Et à la fin de ça, donc j'avais fait toute une application en full stack. Je crois que c'était un Twitter-like ou quelque chose. Et ensuite, j'avais fait du coup les deux applications que j'ai fait tout du front au back. Et autant j'aimais beaucoup développer les API, autant j'ai vu que ce qui m'avait le plus amusé et ce sur quoi j'avais vraiment plus à apporter en termes de valeur par rapport justement à ce que j'avais fait avant et à mes appétences, c'était la partie expérience utilisateur, design, UX et donc le front. Et c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon orientation. Il y en a d'autres, ça va être complète. Enfin, du coup, vous allez plutôt partir sur de l'API parce que justement, ces notions vont moins vous intéresser. Et c'est plus les attributs du développement du back qui vont vous attirer. C'est peut-être aussi plus les langages qui vous attireront parce que côté front, on est sur du HTML, CSS, JavaScript principalement, avec tous les frameworks et les outils que ça englobe, mais globalement, ça va être beaucoup du JavaScript, en tout cas à l'heure actuelle des choses. Alors que dans le côté back, on va plutôt être sur du Python, du PHP, il y a du JavaScript aussi, hein, mais on va être aussi sur ces autres langages qui vont être possibles. Il y a aussi du Ruby ou des choses comme ça. Typiquement, moi, c'est des langages avec lesquels j'ai un peu moins d'affinité. Je peux les utiliser. Ils m'amusent aussi, mais ils ne m'amusent pas autant que ceux que j'utilise au quotidien. Donc, c'est aussi ça qui aide. C'est vous allez développer au fur et à mesure en découvrant un petit peu tous les langages, ceux vers lesquels vous sentez une appétence qui va se développer plus parce que vous allez plus capter sa syntaxe, son modèle, son système de fonctionnement. Et du coup, ça viendra assez naturellement là-dessus. Et en plus, le gros avantage d'avoir fait un peu des deux, et ça c'est pour le coup très important, c'est que vous travaillez ensemble tout au long de votre journée. Donc, il faut que moi, pour bien travailler avec mon bac, il faut que je comprenne ses problématiques, il faut que je comprenne là où lui il peut rencontrer des difficultés, et lui, il faut qu'il comprenne mes problématiques pour qu'on puisse produire quelque chose qui va servir l'utilisateur final. In fine, on fait tous la même chose, on développe une application qui a besoin des deux et qui sert un utilisateur final. Et pour le faire bien, il faut que c'est pas, il y a pas de, enfin, il y a des endroits où il y a une guéguerre entre le back et le front. Elle n'a pas lieu d'être cette guéguerre puisque finalement, on a tous le même objectif et donc on veut tous produire une application qui est performante, lisible, maintenable et efficace. Et pour ça, il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Et donc, il faut se comprendre. Et petit conseil supplémentaire, ne pas s'arrêter à ses intuitions parce que parfois en entretien, il y a des personnes qui soit ont travaillé dans le design, soit aiment bien le côté assez visuel et qui disent bon bah moi c'est front. D'autres personnes qui disent ah je suis très logique, moi c'est back. Et en fait, lors de projets chez Ada, c'est amusant. On découvre qu'il y a des gens qui ont des révélations en disant mais comment j'ai pu penser que j'étais front, en fait je suis passionnée par le back, ou moi c'est la data. Donc voilà, vous n'arrêtez pas à vos intuitions, testez pour savoir parce que c'est assez différent de ce qu'on peut penser en fait. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? On a déjà un peu débordé, mais si vous avez une ou deux dernières questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Claire et Sarah? Ah bah, Sarah, je te laisse commencer. Est-ce que j'ai un mot de la fin?
Je dirais que, alors, enfin, voilà, ça va dépendre un peu des personnes, mais si vous posez encore des questions sur est-ce que c'est fait pour vous ou pas, enfin, vraiment, je vous encourage à parcourir tous les liens qu'on vous a envoyés, à vraiment creuser à fond, pas hésiter à tester, à essayer de bidouiller des trucs par vous-même. Et puis, en tout cas, enfin, aussi, si vous posez encore la question de la formation, je pense que vous renseigner sur ADA, ça peut vraiment être chouette. Enfin, moi, c'est aussi ADA qui m'a convaincue de me lancer là-dedans. Je pense que la formation, ça fait en tout cas, si vous voulez vous lancer dans une formation, ça peut beaucoup jouer. Donc, n'hésitez pas à creuser à fond et à vous lancer. C'est un pari, mais c'est un beau pari, je pense. Voilà. Merci Sarah. C'est Claire, une tu très voulais belle ajouter conclusion. quelque chose? J'ai vraiment rien à ajouter. C'est un très beau pari, comme dit Sarah. C'est un super métier. Si vous avez tous les signaux avant-coureurs qu'on vous a partagés pendant cette présentation avec Sarah, et si vous avez les soft skills dont on a parlé, de débrouillardise, de curiosité, de persévérance, il n'y a aucun doute que vous allez vous éclater dans ce métier, et il est super. Il apporte beaucoup, il est très épanouissant. Et en plus, vous avez rien besoin d'autre que d'un ordinateur et une connexion Internet. Donc, vous pouvez le faire d'une plage à Bali si ça vous chante et c'est ça votre souhait de vie. Donc, n'hésitez pas, saisissez cette opportunité. Et si vous avez encore des questions, même après tous les liens qu'on vous a partagés, Sarah et Claire en ont parlé. Il y a les sessions de ADA qui sont les jeudis pour répondre à vos questions. Et ADA peut vous mettre en relation avec des développeurs et des développeuses si vous avez besoin de discuter de choses de manière plus personnelle. Donc, n'hésitez pas. On va préparer aussi un kit débutant où on va mettre notamment cette vidéo et plein de ressources pour vous lancer. Donc, on vous l'enverra suite à cette conférence. Ça sera la semaine prochaine. Je réponds juste à la dernière question de Julie. Est-ce la seule école à pédagogie à projet? J'habite vers Toulouse. Alors, pour l'instant, ADA Tech School n'est qu'à Paris en présentiel. On est en train de travailler sur une formule de cours du soir à distance. Voilà, ça va mettre un peu de temps à mettre en place, mais c'est un projet sur lequel on travaille. Et Julie, si tu es intéressée pour qu'on te passe des liens d'autres formations en ligne qu'on aime bien en attendant, tu peux nous écrire sur le chat, ou sinon je te mets mon mail ici. Mais voilà, si Adam marche, voilà, je te l'ai mis. Si Adam marche bien, on s'étendra aussi dans d'autres villes de France. C'est pas pour demain, mais ça arrivera un jour. Voilà, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux, Sarah et Claire. Merci aussi à vous qui avez participé parce que vos questions étaient hyper motivantes. J'espère qu'il y a plein de développeurs et de développeuses en herbe. Et on vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, on l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.